Il faut savoir que dans le droit international, il y a deux principes contradictoires. Le principe de l'intangibilité des frontières et, évidemment, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est une contradiction qui est connue depuis maintenant très longtemps. Le problème, c'est que la seule solution, c'est la légalité interne. Or, il n'y a plus de continuité constitutionnelle en Ukraine depuis le 22 février, ce que d'ailleurs les différents pays européens et les États-Unis ont reconnu en qualifiant ce qui s'est passé en Ukraine de révolution. Une révolution, c'est bien la fin de la continuité constitutionnelle. Et donc, de ce point de vue-là, on n'est plus dans si vous voulez, en capacité de dire si le référendum est légal ou illégal. Donc, il faut reconnaître que seul le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes s'applique. Emmanuel Todd? Moi, je suis plutôt d'accord avec Sapir, qui a un très bon argument qu'il a publié d'ailleurs sur son blog, sur cette idée que les Occidentaux ont voulu une révolution en Ukraine. Ils en payent le prix, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, on ne sait plus trop ce qu'est l'État ukrainien. Moi, ce que je pense sur le fond est assez décalé de ces questions juridiques, parce que, en fait, la Crimée est russe. Je veux dire, ethniquement, linguistiquement, historiquement, il n'y a pas de problème. Et on part d'une anomalie qui s'était établie au moment de la décomposition de l'Union soviétique. Et je pense qu'on est vraiment à un tournant historique qui dépasse ces questions juridiques. De quelle anomalie parlez-vous? C'est-à-dire que cette histoire de Khrouchtchev, et c'est surtout que les Russes, sont sortis du communisme avec une très grande élégance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de bain de sang, ils ont laissé partir toute leur périphérie, après les démocraties populaires, et en fait, ils se sont aussi laissés imposer des situations anormales, comme cette situation de la Crimée. Et toute l'histoire, moi, je veux dire franchement, en ce moment, je voudrais profiter de ce que je suis ici pour dire ma joie de sortir d'une sorte de cauchemar historique. C'est-à-dire que les Russes sont sortis du communisme avec beaucoup d'élégance, comme je disais, et je veux dire, ça fait pendant 20 ans. Je veux dire, ils ont tout pris dans la gueule, ils ont été humiliés, méprisés, diffamés dans la presse. On n'a jamais montré que tous les aspects négatifs de ce qui se passait en Russie. On est toujours très mal informés sur la reconstruction qui est en train de s'opérer. Donc vraiment, ils ont été en situation de faiblesse, de refoulement. On a amené l'OTAN à leurs frontières. Et là, ça y est, on est en train, en fait, la Russie se reconstruit. Et on est en train de redevenir dans un monde normal. Ça n'est pas que j'apprécie particulièrement le régime de Poutine. Et personnellement, honnêtement, dans un contexte de pourrissement européen, mes loyautés personnelles sont plutôt en train de revenir du côté du monde anglo-américain. Donc que les choses soient très claires. Ça n'est pas du poutinisme, etc. Mais vraiment, j'étais heureux pour les Russes. Vous voyez, ces pauvres Criméens qui étaient forcés de vivre dans cet état en décomposition ukrainienne. Pardon de vous interrompre, mais en 91, quand il y a le référendum en Ukraine pour la dépendance de l'Ukraine vis-à-vis de l'Union soviétique... Non, il n'y a pas de référendum. Il n'y a pas de référendum. Il n'y a pas eu de référendum? Non, il n'y a pas eu de référendum. Et les Criméens... Si, il y a eu un référendum. Il y a 2 fois. Non, et les Criméens, pardon, il y a eu un référendum sur l'Union. Et dans ce référendum, 3 pays ont voté contre, ce sont les 3 pays baltes, et c'est pour cela qu'ils sont sortis immédiatement de l'Union et qu'ils n'en font pas partie de la CEI. Il n'y a pas eu de référendum en 91. Je voudrais rapidement dire quelle est la dynamique historique qui est derrière tout ça. C'est-à-dire que la Russie a vraiment failli imploser. Jacques avait fait un bouquin vers 96-97 sur la dissolution du système. Les Américains ont espéré faire péter la Russie. Et il y a eu une époque, effectivement, où tout le monde voulait fuir. Peut-être même les Russes de la périphérie. Et là, ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, je dirais, c'est une remontée. C'est pas simplement économique. Je relisais hier un article sur l'évolution de la démographie russe. On disait moribonde, etc. L'indicateur de fécondité a remonté, la mortalité qui était dramatique s'est mise à baisser, les phénomènes de violence, la culture russe est très violente, probablement avant le communisme même. Mais là, l'homicide, l'alcoolisme, tout ça est en baisse. Et en fait, ce qui est en train de se passer là-bas, c'est que la Russie redevient attractive. C'est ça le problème de l'Ukraine, c'est que l'Ukraine est en faillite et la Russie redevient attractive, et pas simplement pour des raisons de nationalisme. C'est parce que la Russie, dans cette sphère
qui essaye de se reconstruire, redevient un pôle d'ordre, de sécurité, de reconstruction. Les gens parlent autant de leur retraite en Crimée, qui seront vraisemblablement payés s'ils reviennent dans le système russe, que de nationalisme. Donc il y a vraiment une sorte de dynamique historique de très longue période, et je pense que ça n'est que le début, en fait. D'autant plus que de l'autre côté, l'Europe, qui était censée absorber l'Ukraine, est elle-même en décomposition. Oui, Jacques Sapir, juste répond et je vous redonne la parole. Bon, d'abord, rapidement, pour essayer d'avancer sur la question juridique, on a quand même dissous la Cour constitutionnelle ukrainienne et donc il n'y avait plus de moyens de vérifier la Constitution. C'est un point extrêmement important. Vous imaginez, par exemple, quelle serait la validité d'un gouvernement français qui dissoudrait... C'est la Constitution qui existait avant. Non, on a décidé... Il y avait aussi... Non, attendez, il y avait en 2010, donc on revient... Il y avait aussi un tribunal constitutionnel. On a supprimé les moyens de vérification de la Constitution. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a évidemment, il y a eu des journalistes... C'est pas les Européens qui ont supprimé ça. Non, c'est pas les Européens. Non, bon, mais alors... ça veut dire qu'il n'y a plus de continuité constitutionnelle. Ça ne concerne pas l'Europe. L'Europe est concernée parce qu'elle a donné son appui à ce processus. C'est différent. Alors, vous parlez de la révolution. Oui, tout à fait. Alors après, vous avez le problème du référendum. Et là, on a quand même énormément de journalistes européens qui étaient là. Il y a eu des membres du Parlement européen. Bien sûr, ils ne représentaient qu'eux-mêmes. Ils n'étaient pas délégués par le... Mais regardez arrêt sur image sur Internet et vous verrez que les conditions du vote ont été, grosso modo, convenables. Bon, ça c'est un deuxième point. Maintenant, le troisième point, qui est le point le plus important. Quel est l'avenir de la Crimée ? Tout le monde sait que la Crimée est extrêmement dépendante de la Russie, pas seulement, comme on le pense, uniquement par les importations de gaz et de pétrole, qui ne sont qu'une dimension du problème, mais surtout par les exportations de la Crimée vers la Russie. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les régions de l'Est, Donetsk, Dniepropetrovsk, Lugansk, Kharkov, sont des régions qui sont plus riches, qui ont des salaires réels plus élevés que les régions de l'Ouest. Bien. Aujourd'hui, on est à cause du régime de sanctions qui est en train de se mettre en place. Par l'Europe. Pas seulement par l'Europe, par les États-Unis. Et c'est vrai que la Russie est en train d'y répondre. Et ça va évidemment aggraver la situation. Qu'est-ce qui va se passer ? On va aboutir à une espèce de guerre commerciale entre l'Ukraine et la Russie. Guerre commerciale que la Russie peut parfaitement supporter, mais que l'Ukraine ne peut pas supporter. Et donc, c'est pour cela que je dis, il faut que les pays de l'Union européenne mettent leur rancœur dans leur poche et qu'ils commencent à discuter immédiatement avec la Russie, justement pour que soient maintenues les relations économiques. Les Ukrainiens ont pris des mesures contre des produits russes. Évidemment, il y a des mesures de rétorsion du côté russe. Je dis que c'est un jeu dont l'Ukraine sera la première victime. Bon, et là, effectivement, il peut y avoir un risque de sécession en Ukraine, il peut y avoir un risque sur les provinces de l'Est. Mais si on arrive à relancer l'économie ukrainienne, et on ne pourra le faire qu'avec la Russie, qu'avec la participation de la Russie, ce risque peut être écarté et on pourrait revenir à une situation normale. Un dernier point, on ne peut pas demander à la Russie de financer l'intégration de fait de l'Ukraine à l'Union européenne. Madame Guigou, si vous pensez cela, je vous en prie, parlez pas à ma place. Non, mais si vous pensez cela, c'est de la folie. Et c'est de la folie. Vous ne devez pas parler à ma place. Je ne parle pas. Je dis si. Je dis si. Et ça, vous ne comprenez pas le français. Écoutez, madame, vous ne comprenez pas le français. Je vous écoute, mais ne parlez pas à ma place. Vous ne comprenez pas le français, vous ne comprenez pas ce que c'est qu'une phrase au conditionnel. Alors, le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut que l'on ait évidemment le maintien des conditions qui ne sont pas sur 42 ans. Les conditions, par exemple, sur le contrat du gaz, sont sur 3 ans. Et il est extrêmement important qu'elles soient renouvelées et qu'elles soient même étendues sur 10 ans, si on veut simplement qu'il y ait la base de stabilité nécessaire pour que l'économie ukrainienne reparte. Cela implique un accord avec la Russie. Et fort cet accord, si cet accord n'a pas lieu, cela ne pourra pas fonctionner. Le problème, c'est que vous êtes beaucoup sur des questions d'accords intergouvernementaux, de négociations,
alors qu'on est confronté à des problèmes de dynamique historique et de construction de l'État. C'est-à-dire que l'Ukraine et la Russie ne sont pas des États de la même manière. La Russie, c'est une construction étatique qui remonte au rassemblement des terres russes, à Ivan le Terrible. C'est un principe d'ordre, d'organisation, allant avec le développement de ce qu'on appelle une haute culture littéraire, scientifique. C'est un principe de civilisation, la Russie, et qui a ce côté, etc. L'Ukraine, ça existe vraiment sur le plan culturel. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas simplement une langue ukrainienne. Quand on va au niveau des structures familiales, et y compris pour les populations russophones d'Ukraine, c'est un système plus libéral et plus flexible. Que le système russe. Oui, il n'y a pas cet élément, et le statut de la femme est plus élevé, enfin ça s'étudie, quoi. Il n'y a pas ce côté assez raide de la culture russe. Mais par contre, donc c'est plus individualiste, mais c'est aussi de fait plus bordélique. Et c'est surtout, c'est une culture individualiste qui va se distinguer de la culture individualiste française par son absence de tradition étatique. Il y a un problème simplement, en Ukraine, il y a une culture locale, il y a une culture ukrainienne, mais il n'y a pas de conception de l'État. Donc c'est comme s'il y avait un principe de désordre. Et actuellement, compte tenu de la dureté des rapports économiques internationaux, des poussées néolibérales qui sont par elles-mêmes plutôt contradictoires avec l'idée d'émergence de l'État, je veux dire, l'Ukraine est en train, ou l'État ukrainien est en train de devenir ce qu'on appelle en anglais un failed state, c'est-à-dire un État qui rate, quoi, qui ne marche pas, et il y a un processus de décomposition de l'État ukrainien. C'est pour ça que vous parlez de milice, mais quand on parle de milice, on parle de problème de décomposition de l'État. Quand on parle du Parti des régions qui ne veut plus participer, ou de rupture du pacte, il y a une dynamique historique de désintégration de l'Ukraine. Donc le problème, ce n'est pas du tout ce que va faire Poutine. Poutine peut très bien dire, bon, bah, ça va comme ça, j'ai fait un gain, je suis populaire, et je ne veux pas rentrer en Ukraine orientale. Mais le problème, c'est que les populations de Kharkov, de Donetsk, etc., qui n'en peuvent plus de ce désordre ukrainien qui s'aggrave, avec émergence de partis d'extrême droite absolument difficiles à décrire, je veux dire qu'eux veulent retrouver la Russie. Je veux dire, le problème, c'est qu'on se demande à un moment donné si Poutine pourra résister à ça. Donc le dilemme pour l'Europe, il est très simple. Peut-être qu'on peut faire quelque chose, mais ce n'est pas signer des papiers, c'est injecter des centaines de milliards dans l'économie ukrainienne. Et dans l'état de l'Europe, c'est tout à fait... Donc vous voyez, c'est au-delà des accords. Il y a une sorte de dynamique historique qui nous emporte. Moi, je suis assez pessimiste, en fait, pour ce qui vient, mais pas du tout pour des raisons de calcul stratégique de Poutine. Actuellement, la focalisation du débat sur la définition du référendum en Crimée comme illégal, etc., nous amène à une sorte d'absurdité. C'est-à-dire les gens de Crimée veulent être russes. La Russe, je veux dire, est dans un rapport de force tout à fait favorable. Je veux dire, plus vite cette question sera réglée et plus vite l'état de fait actuel sera accepté comme étant, je dirais, presque naturel, plus vite on sortira de la crise. Il est bien évident que s'obstiner dans un débat juridique sur ce qui se passe en Crimée, c'est en fait maintenir un conflit de haute intensité. Et en vérité, c'est continuer à envenimer la situation en Ukraine orientale. La vérité, c'est que plus vite les Occidentaux accepteront ce fait brut qu'est l'annexion de la Crimée avec l'accord de la population par la Russie, plus vite on sortira de la crise. Et autodétermination, c'est pas la même chose déjà. C'est quand même deux. Là, il y a les deux. Il y a les deux. Oui, mais justement, on a un peu trop tendance à confondre les deux, alors qu'il y a quand même deux phénomènes qui sont si on est dans l'optique, si on a encore l'espoir de l'émergence d'une nation ukrainienne qui fonctionne, à laquelle personnellement je ne crois pas du tout. Mais la sortie, je veux dire, de la Crimée russophone, russophile, russe de cet ensemble accroît les chances de succès de l'Ukraine. Donc, à la limite, on pourrait dire, mais c'est l'intérêt de la construction de l'État ukrainien qui reste à faire, d'accepter la situation nouvelle. Réagir à ce qu'a dit Jean-Louis Bourlange, c'était, comme tout ce qu'il dit, toujours très intelligent et très bien dit. Il y a un truc sur lequel je ne suis pas d'accord fondamentalement, c'est la sous-estimation de la puissance de l'euro en tant que mécanisme régulateur central. Par exemple, l'euro fait que le gouvernement français n'a plus son indépendance, et que le président de la République française, maintenant je l'appelle vice-chancelier Hollande parce qu'il vit dans la zone marque et on n'a plus le contrôle du budget en France. Donc sur ça, je ne suis pas d'accord. Par contre, sur ce qui a été dit sur le triangle de Weimar et le rôle spécifique des nations, je veux dire, c'est très important. C'est-à-dire qu'actuellement, tout le monde parle du rapport entre l'Europe et la Russie. Hein, et de choses comme ça, de sanctions, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a, je veux dire, dans la crise avec la Russie, il y a une action tout à fait spécifique
de certaines nations. Lorsque la France va faire là-bas, je ne sais pas trop, en fait. Bon, ça c'est Fabius, c'est Hollande, qui ne me semble pas très compétent dans le domaine international. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Allemagne et la Pologne sont dans un rapport très personnel à la Russie. Et on dit, est-ce qu'on revient à la guerre froide? Mais quand vous connaissez l'histoire de cette zone, la question c'est, est-ce qu'on revient à la Deuxième Guerre mondiale? Vous voyez, Sébastopol, c'est le lieu d'un siège terrible, que les Russes ont perdu, mais ils ont testé les méthodes qui allaient leur permettre de gagner la bataille de Stalingrad. Kharkov, que les gens s'obstinent à appeler Kharkiv, ça a été repris, pris et repris 4 fois pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Polonais sont dans un ressentiment vis-à-vis de la Russie qui est d'ores et déjà déstabilisateur pour l'Europe. C'est les nations aussi qui agissent. Et l'Europe, dans ce coin-là, est une sorte de faux nez de peut-être un conflit qui montre simplement entre la Russie d'une part, l'Allemagne et la Pologne d'autre part. Quelqu'un m'avait dit que Poutine, dans les négociations, c'est à l'époque où les Français, les Allemands et les Russes s'entendaient bien à propos de la guerre d'Irak. Et Poutine aurait dit, à Chirac et Schröder à l'époque, ah là, quand même, ce qui me console, c'est que c'est maintenant vous qui allez devoir gérer les Polonais. Les Polonais ont joué quand même un grand rôle dans la dissolution de la sphère soviétique, c'est leur grandeur, mais ils ont un génie des crises diplomatiques, étatiques et autres. Je veux dire, ils sont très actifs dans ces trucs-là, et donc peut-être que les Polonais ont commencé à s'occuper de l'Union européenne. Hein. Première chose, moi ce que j'ai entendu, c'est une chose très importante. Oui, il y a un manque de partage dans les pays et dans l'Europe. Mais ce manque de partage, il vient très largement de la politique économique qui est mise en place par les institutions européennes. Et donc là, il y a bien une contradiction absolument fondamentale. Pour l'instant, c'est à travers les décisions de l'Union européenne que se met en place le néolibéralisme qui est en train de détruire justement cette notion de partage. Deuxième réflexion, c'est, Madame Guigou, vous avez dit, les peuples européens souhaitaient avancer en 2005. Qu'en savons-nous? Qu'en savons-nous? Les peuples auxquels on a demandé... Il y avait une majorité, il y a eu une majorité. Non, écoutez, il y a eu un référendum où ça a été rejeté en France, un référendum et ça a été rejeté aux Pays-Bas, et après plus rien. Plus rien. Donc, le fond du problème, c'est on ne sait pas ce que veulent les peuples parce qu'on ne leur demande pas. Et deuxièmement, vous dites, on ne peut pas retourner en arrière. Mais si on peut retourner en arrière, il faut arrêter d'avoir cette idée qu'il y a un grand progrès et que la marche vers l'Europe intégrée, c'est nécessairement la marche du progrès. C'est pas votre point de vue, mais c'est le mien. Mais attendez, c'est deux choses. Non, mais simplement, méthodologiquement, c'est une erreur. Après, vous pouvez très bien défendre cette idée, mais je dis simplement, c'est une conviction que j'ai. Voilà, j'ai pas une méthode, c'est une conviction personnelle, mais votre conviction personnelle doit être, et la mienne aussi d'ailleurs, et la mienne aussi, c'est vrai pour toutes les convictions personnelles, elles doivent être testées politiquement dans des appels au peuple. Et donc ça veut dire qu'il faut tenir compte de cela et il faut laisser la possibilité au peuple de décider par des référendums. Or, aujourd'hui, ceci n'est plus possible. Troisième point, il y a quand même eu un abandon, il y a quand même eu un abandon de souveraineté considérable sur la question budgétaire à travers le traité de stabilité. Et donc, ce qui est aujourd'hui en question, c'est est-ce que l'on va continuer dans cette voie, et dans cette voie dont on voit bien qu'elle nous tire vers l'abîme et qu'elle nous tire en réalité non seulement vers l'abîme économique, mais aussi vers l'abîme politique. Car, et là vous avez entièrement raison, c'est bien à travers la fin de cette notion de partage, à travers cette destruction de l'État social européen tel qu'il avait émergé, alors de l'État bismarckien en Allemagne, de l'État post-keynésien en Angleterre ou beveridgien dans la fin des années 30 et dans les années 40, c'est la destruction de cet État qui est en train de détruire les États et qui est en train de détruire l'Europe. Et donc c'est pour ça que je dis, il faut maintenant mettre un terme à cette destruction, ou alors ça veut dire que nous acceptons la logique des États ethno-nationalistes et nous acceptons le fait que la guerre reviendra
en Europe, et ça sera d'abord des guerres de sécession, et ça sera ensuite des guerres entre les États survivants. Excusez-moi, je fais un je vous en prie. Alors, ce qui est frappant, c'est la façon dont les européistes français sont en retard sur l'histoire et plongés dans un juridisme hors de temps. L'Europe a changé de forme, a changé de forme et de nature. Elle n'est pas désorganisée, elle est organisée. Il y a une puissance hégémonique, l'Allemagne. Il y a un gouvernement économique de l'Europe, il est à Berlin. Il y a un exécutif français, le vice-chancelier Hollande, qui obéit à Angela Merkel. Donc les choses sont différentes, évoluent, et on est dans les rapports de force. On parlait des nations actuellement qui explosent. Il y a des nations qui explosent, des nations faibles en Europe, et puis il y a des nations qui vont très bien. Donc l'Allemagne est dans un grand projet national qui va très bien. La Russie est dans un grand projet national qui va très bien. Et je ne pense pas que l'Écosse se séparera de l'Angleterre parce que l'histoire écossaise après l'acte d'union a été trop brillante. Une dernière chose quand même sur ce référendum de 2005. J'avais voté oui à l'époque. J'ai été scandalisé par le traité de Lisbonne qui pour moi marque la fin de la démocratie, mais pas la fin de l'histoire. Donc l'Europe est maintenant, je veux dire, à une structure oligarchique contre laquelle les populations ne peuvent apparemment rien pour toutes sortes de raisons sociologiques, mais l'Europe n'est plus, c'est autre chose. Ça n'est plus le lieu de démocratie libérale égalitaire. C'est une oligarchie complexe organisée autour de l'Allemagne, et c'est en ce sens que tout ce qu'elle dit de juridique sur la démocratie, la légalité, la crime, etc., je veux dire, est juste ridicule. L'Europe n'incarne plus le principe de démocratie et le principe d'égalité.